Bonjour à tous, c'est Vénérius, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de l'histoire de la mode qui, comme promis, se déroule dans l'Égypte ancienne. Les couronnes. Ils portent aussi des couronnes, mais on ne porte pas n'importe quelle couronne. En premier lieu, on a le némès, qui est un couvre-chef de tissu en lin rigide, probablement amidonné, assez complexe, composé de plusieurs parties, ayant subi quelques évolutions avec le temps. C'est sûrement incontestablement le symbole de la mode de l'Égypte antique. On a pu le retrouver un peu partout sur des statues de sphinx ou encore lors de la découverte du masque funéraire de Toutankhamon. Le némès est ce qui relie le pharaon d'Égypte avec les divinités et qui le différencie du commun des mortels. Le roi était en effet le seul à pouvoir porter ce couvre-chef, un signe de sa fonction. Le némès est le symbole de la déesse vautour Nekhbet. Les pans encadrant le visage du roi représentent les ailes protectrices de la déesse. Ce n'était pas à proprement parler une couronne, mais tout simplement un couvre-chef. Il désignait la fonction du roi. Sur cette coiffe, on peut retrouver plusieurs parties ou significations. La coiffe 4, partie principale couvrant le haut et l'arrière de la tête, du front, jusqu'à la nuque, qui débouche sur la tresse. On pense d'ailleurs que la tresse à l'arrière représente la queue du lion, qui, je le rappelle, est le symbole de la force, du courage et du soleil, qui faisait donc référence directement au dieu Ra. Le bandeau frontal tenant la coiffe, les parties temporales reposant sur les oreilles. L'urae, représentation du dieu Cobra censé protéger le souverain contre les ennemis. Ensuite, nous avons la couronne du Képresh. Le Képresh est une autre couronne des pharaons. Une coiffe de couleur bleue, ornée de diverses dorures, dont un cobra sur le devant, qui, je le rappelle, s'appelle l'urae. Elle était constituée d'un cuir souple et d'or. Sa signification est très différente des autres couronnes, car il s'agit d'une couronne de guerre. Elle a longtemps été considérée comme un casque de guerre. Le pharaon se devait d'accompagner les soldats au combat, ainsi il lui fallait un élément distinctif des autres hommes présents sur le champ de bataille. On pense que cette couronne était portée pour symboliser la force militaire ou s'il n'y avait pas de passif militaire, elle était portée sur le retour victorieux. Cependant, de grands égyptologues pensent aujourd'hui qu'elle était plus un objet d'apparat. Certains rois la portaient plus que d'autres, comme c'est le cas pour Ramsès II qui est très connu pour les nombreuses guerres qu'il a menées. La tef. Enfin, une autre couronne est elle aussi présente dans l'Égypte antique. La tef est la couronne portée par le dieu Arsaf et parfois par Osiris. Le pharaon la portait lors de certains rituels ou cérémonies religieuses. Elle est l'attribut de l'oiseau mythique Bénou, représentant l'âme de Ré. On y voit deux plumes qui sont les mêmes que celles portées par la déesse Maat. Elle est constituée d'une sorte de bonnet allongé comme le hedjet, mais orné avec deux bandes rayées verticales en forme de plumes sur le côté. Mais ces deux plumes, qui représentent la vérité, peuvent aussi être reliées à des plumes de faucon, et donc au dieu Horus. Ainsi, la tef est liée à de nombreuses divinités égyptiennes. On pense que les plumes utilisées étaient des plumes d'autruche. Cette couronne représente la légitimité spirituelle du roi, la vérité, la justice, et c'est la preuve de la souveraineté du pharaon. La couronne Hedjet, la blanche, la brillante, originaire de Haute-Égypte, au sud de l'Égypte antique donc. Elle est formée d'un bonnet sobre et élégant qui s'amincit sur le haut. La couleur blanche désigne l'aura de protection donnée au pharaon par la déesse vautour Nekhbet. Le blanc est aussi le symbole de Nekhen en Haute-Égypte ou la fleur de lys, symbole de pureté. La couronne d'Eshret est une couronne rouge. Le mot d'Esher signifiait rouge en égyptien hiéroglyphique. Cette couronne plate à fond relevé remonte au souverain de Basse-Égypte, donc du nord de l'Égypte. Elle est associée au dieu Horus. On retrouve sur l'arrière de cette couronne, le kabet, une tige en spirale incurvée vers l'avant. La Basse-Égypte était perçue par la Haute-Égypte comme une terre de désordre anarchique. Et la petite dernière, car ce n'est pas fini, est la couronne Pshent. Le Pshent est en fait un combiné du Hedjet et du Deshret. Le nom égyptien de cette double couronne est le Shemti. Il deviendra Pshent par déformation de Pa-Shemti. Les deux puissants. Sur le Pshent est placé un cobra, l'urae, encore une fois. On a pu le voir sur la couronne Képresh, mais ici symbolisant Wedjet, déesse de la Basse-Égypte. Cette couronne est très symbolique car elle témoigne de l'unification de toute l'Égypte antique pour former un seul et grand royaume.
Conclusion, on n'a retrouvé aucune trace de la plupart de ces couvre-chefs et couronnes. Hormis sur les représentations, c'est d'ailleurs pour cela que les historiens en ont déduit que les couronnes se passaient de main en main, et donc de roi en roi, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus utilisables. La barbe. Les Égyptiens portaient parfois une petite barbe au niveau du menton qu'ils teignaient au henné, donc en rouge, puis tressée avec des petits fils d'or. On voit surtout les pharaons porter des barbes sur le bout du menton. Celles-ci étaient fausses et elles pouvaient être en cuivre ou en or, et attachées par une lanière de cuir ou de ruban derrière la tête. Cette fausse barbe signifiait le symbole de la posture divine du pharaon et de sa puissance inégalée dans son royaume. Oui, rien que ça. Mais également la sagesse, et même les femmes pharaons la portaient. Là aussi, il y avait une large panoplie de barbes postiches de toutes formes. Rectangulaire, courbé, parfois intégré à un masque, le pharaon doit toujours être vu par le peuple avec cette barbe. C'est un objet d'une grande valeur avec un symbole fort. Elle sera transmise de génération en génération. Les bijoux. Que seraient les tenues des Égyptiens sans leurs bijoux? Rien. Les vêtements étaient de couleur naturelle ou blanc. Les bijoux, quant à eux, étaient très colorés, pour contrebalancer avec cette sobriété. Peu importe le genre, tout le monde en portait. Souvent des bracelets qui étaient portés aux poignets mais aussi aux bras et parfois même aux chevilles, que l'on pouvait resserrer en fonction de la corpulence de la personne. On enterrait même les défunts avec leurs bijoux, cela faisait partie d'eux. Ce peuple s'est révélé au fil du temps être de véritables bijoutiers car il fabriquait beaucoup de bagues, colliers, boucles d'oreilles, pectorales, bracelets ou encore des gorgerines. C'était lourd et plutôt volumineux. Mais alors, qu'est-ce qui différencie les classes sociales, me diriez-vous? La classe moyenne se contentait de bijoux en matériaux plus humbles, comme les roches, les os, des dents, des coquillages ou de la poterie pour imiter ou tenter d'imiter les pierres précieuses. Pour les plus riches, on utilisait beaucoup de couleurs grâce à des perles de verre polychromes que l'on ajoutait de la même manière que les pierres précieuses, Comme les émeraudes, malachites, jasper, grenate, œil de tigre, améthyste, turquoise, cornaline, lapis-lazuli et quartz. En revanche, contrairement au maquillage, les bijoux étaient portés uniquement pour l'esthétique, mais ils avaient un but plus spirituel qu'utile. On utilisait beaucoup de symboles qui pouvaient signifier la renaissance et l'au-delà. On invoque la prospérité, la protection, la fertilité, la guérison ou encore le bonheur, ce qui explique que chaque bijou était le reflet de son propriétaire. On pouvait retrouver comme symbole des vautours, des chats, des scarabées, des cobras, des faucons, l'œil de raie, le lotus, le papyrus, l'épervier, ainsi que des symboles tels que le nœud d'Isis, l'anneau chêne symbolisant l'éternité et l'ankh, symbole de vie. Ils utilisaient principalement l'or et le cuivre, ou encore l'étain. On connaissait l'argent, mais il provenait d'Asie, donc il se faisait très rare, ce qui a valu à l'argent d'être considéré comme un matériau plus précieux que l'or à leurs yeux. Il portait également des chevalières qui avaient des symboles gravés dessus spécifiques à son propriétaire, et elles permettaient de signer des documents. À cette époque, personne ne savait écrire, à part les scribes ou les gens de la royauté. Tout à l'heure, je vous parlais des gorgerines, mais plus connues sous le nom de Yusek. Vous vous doutez bien de quoi il s'agit, c'est un bijou qui est formé dans une succession de disques de différents motifs et couleurs que l'on attachait dans le dos, qui couvrait donc toute la gorge. On le porte soit à même la peau ou parfois par-dessus une fine couche d'un vêtement type tunique. On en retrouve de toutes formes et de toutes couleurs. Et les enfants? On habillait les enfants seulement à partir de leurs 6 ans environ, pour les protéger de la chaleur assommante du climat égyptien. On rasait leurs cheveux également, mais on leur laissait une mèche de cheveux sur le côté droit, qui symbolisait leur enfance que l'on coupait vers leurs 18 ans, lorsqu'ils étaient considérés comme des adultes. Ils portaient aussi différents bijoux type bracelets, bagues ou bracelets de cheville. Les perruques. Ce peuple ne s'arrêtait pas seulement à l'apparat vestimentaire, mais également aux perruques. Oui, des perruques, car je le rappelle, ce peuple est entièrement épilé. Les cheveux étaient rasés pour éviter les poux et autres parasites qui pullulaient à cette époque.
Encore une fois, aucune distinction de sexe entre les hommes et les femmes. La fabrication de postiches est devenue une industrie florissante. Les coiffeurs, car ils étaient exclusivement masculins, étaient très respectés, sûrement dû à la religion. Mais peut-être aussi lié à la magie, car les cheveux sont souvent associés à la sorcellerie et aux rites. Le modèle le plus réaliste de perruque était fait de plus de 120 000 cheveux humains tissés puis collés à l'aide de cire d'abeille et de résine. Les tombeaux ont révélé énormément de perruques et étaient fabriquées bien souvent à partir de fibres végétales ou de palmiers ou bien de dattiers, pour les moins aisés, et sans fioritures particulières ni nattes ou tresses. En revanche, pour les classes sociales plus aisées ou pour des occasions particulières, on fabriquait des perruques à partir de vrais cheveux humains. Elles étaient parfois complétées de fibres végétales pour que la perruque soit plus imposante, ce qui permettait également de les protéger de la chaleur assommante du soleil. Les coupes des perruques évoluaient beaucoup plus que le style vestimentaire. On irait jusqu'à déterminer la santé du pays en fonction du soin apporté aux cheveux. Durant l'Ancien Empire, les femmes étaient coiffées d'un carré court, et petit à petit la coupe gagnait en longueur, et au Moyen Empire, les cheveux arrivaient aux épaules, et laissaient détachés sans fioriture particulière. Parfois, on pouvait aussi se coiffer de manière tripartite, ce qui signifie que 2 mèches étaient sur le devant et le reste à l'arrière, dévoilant les oreilles. Tout d'abord, cette mode est répandue pour les femmes plus modestes, puis cette mode a finalement de plus en plus plu aux riches. Et ce n'est que lors du Nouvel Empire que les coiffures changent vraiment, probablement dû à l'influence des modes étrangères. Vers la 19e dynastie, on complexifie les coiffes au détriment de la mode capillaire tripartite qui s'éteindra presque totalement. Perruques à tresses, bouclées ou même tressées, frangées, laissées brutes sur la partie inférieure de la natte, on ajoutait parfois des accessoires aux cheveux, des diadèmes, anneaux, bandeaux, épingles, peignes en ivoire ou en bois, mais également des rouleaux, probablement pour utiliser comme des bigoudis que l'on a pu retrouver dans des tombeaux. Plus le rang social était élevé et plus la coiffure était travaillée. Cela passe par des nattes en premier lieu ou des tresses, et bien souvent pour les reines, on intégrait carrément des plaques d'or à la coiffure. On voit sur des représentations des petits triangles posés sur la perruque. Eh bien, il s'agit de cônes de graisse parfumés qui fondaient et permettaient de nourrir les cheveux, mais également de répandre une agréable odeur sur son passage. Évidemment, c'était réservé aux riches, car les parfums étaient très coûteux. Les membres de l'élite égyptienne engageaient des coiffeurs et prenaient grand soin de leurs cheveux. Les femmes ne portaient pas tout le temps leurs perruques. Il pouvait arriver qu'elles aillent faire leur marché le crâne rasé. Et pour les rangs sociaux moins importants, les perruques étaient faites de laine ou de crin de cheval et étaient surtout réservées lors d'événements, comme les cérémonies. Parfois, les femmes d'un certain âge se laissaient pousser leurs vrais cheveux, mais attention à leurs risques et périls. Produits de beauté. Il n'y avait pas uniquement l'esthétique du vêtement qui était soignée, mais le corps tout entier. En effet, les Égyptiens étaient intégralement épilés car ils étaient très soucieux de leur hygiène. C'est aussi un moyen de se protéger de toute invasion de poux et autres parasites. Car à cette époque, on avait pas mal de soucis avec les poux et on ne savait pas vraiment comment s'en débarrasser. De plus, les poils étaient perçus comme ce qui nous rapprochait des animaux. Le fait de s'épiler nous différenciait complètement des autres espèces. Évidemment, ce qui représente le plus le peuple égyptien, c'est le col, qui était utilisé pour marquer les yeux. Et c'était évidemment esthétique, mais était persuadé que le maquillage aux yeux évitait que la poussière entre en contact avec les yeux, ce qui expliquait que tout le monde était maquillé. Un trait était dessiné au niveau du sourcil pour l'allonger, parfois jusqu'à la racine des cheveux. 2 couleurs étaient couramment utilisées. Le gris foncé, produit à partir de galène, et le vert, créé à partir de la malachite. Ce dernier a eu beaucoup de succès au cours du Nouvel Empire. Les lèvres étaient aussi parfois maquillées avec de l'ocre qu'on mélangeait avec de la graisse animale pour compacter l'ensemble, et pour pouvoir l'appliquer sur les parties du visage. Ces produits ont été mélangés à de la graisse animale ou de la gomme pour les rendre compacts et les préserver. Ils utilisaient un équivalent du blush à base d'ocre également. Le maquillage était conservé dans différents pots et était appliqué à l'aide de petits bâtons en bois ou parfois en ivoire. Même les ongles et mains étaient teintés au henné. Et oui, les mœurs ont malheureusement changé depuis. Les parfums en Égypte étaient nombreux, mais aussi les plus recherchés et les plus coûteux de l'Antiquité.
Car oui, ils utilisaient déjà du parfum, mais étaient réservés à une certaine classe sociale car ils étaient très coûteux. Les chaussures. Pendant l'Ancien Empire et le Moyen Empire, les gens étaient principalement pieds nus, peu importe la classe, et ce n'est que lors du Nouvel Empire que l'on commence à apprécier les sandales. Les chaussures étaient les mêmes pour les deux sexes, elles se composaient de cuir, de bois ou pour les prêtres de papyrus. Ainsi, ils n'étaient pas souillés par un vêtement animal, bien qu'ils portaient la pardalide. Cependant, dans beaucoup de représentations de la vie quotidienne, on voit que la plupart du temps, les personnes sont pieds nus. Et c'est tout simplement que l'on devait se déchausser par politesse avant de rentrer dans une maison, ou parfois même en présence de personnes de haut rang. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et surtout d'avoir été le plus complet possible car vous avez vu, c'est un sujet qui est très large et très complet. Et surtout, mille merci de me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux, merci infiniment, ça me fait vraiment très plaisir. Et surtout, comme à chaque vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!